Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot « vie » prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue au mini-salon des métiers de la communication, une rencontre organisée en partenariat de WeAreCom et de l'ISCOM. Alors, petit rappel, WeAreCom, on est à la fois un média pour les communicants et un club réservé aux annonceurs. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des métiers du digital. Donc, WeAreCom, on est un accélérateur de communicants. On cherche à faire accélérer la transformation de notre métier et de promouvoir sa valeur ajoutée. Donc, comme je le disais, on a un média pour tous les communicants et une équipe pour les annonceurs. Un club pour les équipes d'annonceurs. Donc, notre média, c'est plus de 20 000 visiteurs mensuels, plus de 25 000 abonnés à notre newsletter et plus de 50 000 personnes touchées par mois sur les réseaux sociaux. Quant au club, pour progresser entre pairs, on a déjà 18 équipes qui nous ont rejoints, comme AXA, Sodexo, SNCF, PwC ou le Crédit Agricole. Et chaque année, on organise des ateliers avec des thématiques uniques. Alors, les dernières en date, c'était le personal branding, la com interne d'après ou la sincérité perçue par les Français. Alors, aujourd'hui, nos intervenants du côté annonceur, on a Luc Bernard, responsable de la communication digitale et de l'e-réputation du groupe Casino. Et du côté agence, Sophie Noël, directrice générale de l'agence Even. Alors, la communication, c'est quoi? Alors, Warren Buffett, un homme d'affaires américain, dit « Il faut 20 ans pour se construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Si vous gardez cela en tête, vous ferez les choses différemment. » Et ça, encore plus dans le digital où tout s'accélère, le bad buzz, la fake news. Donc, faire très attention. Les objectifs en communication, toujours les trois mêmes. Se faire connaître pour développer sa notoriété, se faire aimer, et tout ça pour pousser à agir, c'est-à-dire convaincre de passer à l'action ou d'acheter. Alors, les techniques en com, et la communication de médias un peu plus traditionnelle, la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage, la presse ou Internet, et la communication hors médias, donc c'est tous les réseaux sociaux, CRM, donc qui est la relation client, SEO, c'est le référencement, ce qui revient à arriver en haut d'une page Google, la data, les relations publiques et le sponsoring. Alors, quelques chiffres pour le numérique dans le monde en 2020. C'est 5,19 milliards d'utilisateurs mobiles, donc 67% de la population. 4,54 milliards utilisent Internet, 59% de la population. Et enfin, 49% de la population utilise les réseaux sociaux, soit 3,80 milliards. Alors, en com digital, plusieurs outils. Donc, il y a les sites web, évidemment. L'email et l'emailing. L'emailing, c'est les emails qu'on renvoie automatiquement.
toutes les formes d'achat d'espaces publicitaires, bannières, corners, habillage, etc. Le community management, c'est c'est tout ce qui s'occupe des réseaux sociaux et des sites web, le mobile, et la présence sur les plateformes de user-generated content, les plateformes collaboratives. Alors, est-ce que la communication est faite pour vous? Donc, en communication, toujours quelques points clés. Il faut être très stratège, très créatif évidemment, faire preuve d'une bonne planification, être réactif, avoir un bon relationnel, un très bon rédactionnel, être polyvalent parce qu'on touche finalement à tout, et donc être très curieux, et ça permet une grande évolution au sein du métier. Alors, quelques citations de DIRCOM. Pour Dominique Bento-Wood, qui est à la tête de la communication de Engie, avec le développement des réseaux sociaux, les communicants doivent apprendre à traiter avec autant de considération tout leur public. Quant à Julien Onfried, DIRCOM des affaires publiques chez Gecina, intéressez-vous à la technologie et aux nouveaux formats qui émergent, distinguez une mode d'une tendance sociétale, n'ayez pas peur d'être un artisan de la communication. Il faut de l'expertise en communication, savoir écrire et savoir parler. Cela paraît simpliste, mais c'est extrêmement important, dit Éric Lemaire, directeur de la communication d'AXA France. Et enfin, Xavier Rivoire, DIRCOM de Decathlon, pense que je vois mon rôle de DIRCOM comme le trait d'union entre l'enseigne, ses collaborateurs et l'externe, dont les médias, journalistes, blogueurs et influenceurs. Alors, les métiers du digital, on se lance. Alors, le digital, c'est très important en ce moment parce qu'il y a une révolution des nouvelles technologies, du numérique, et c'est des métiers qui sont en pleine mutation et qui regorgent de nouveaux outils et donc de nouveaux usages. C'est un écosystème en évolution en fait, qui évolue au gré des nouveaux médias et réseaux sociaux et technologies. Donc, 4 points importants qui sont communs à toute la communication digitale. Donc, se faire connaître toujours, être là où les clients sont. Développer son image pour créer une préférence, accompagner les temps forts, le soutien lors d'événements, de lancements et d'autres opérations, et enfin perdurer. Il faut nourrir le lien de confiance qu'on a pu créer avec les communautés. Alors, les jobs du digital. Alors, encore une fois, on rappelle la différence entre annonceur et agence. L'annonceur, c'est toute entreprise, groupe, institution qui a pour objectif de communiquer auprès de ses cibles sur elle-même. Pour cela, ils ont souvent une équipe de communicants intégrés. Et dans la communication digitale, il y a donc beaucoup de CRM, de SEO, de CM, donc Community Management. Casido, par exemple, sont un annonceur. Mais de temps en temps, ils peuvent faire appel à une agence qui vont être des prestataires externes qui vont composer une équipe comme spécialement pour répondre à un besoin et aider l'annonceur dans leur projet. Et comme l'agence ici, c'est Even. Alors, chez l'annonceur, on trouve un Digital Brand Manager, un Community Manager, un responsable Inbound Marketing, un chargé de com digital, un responsable de projet digital et un responsable digital. Donc, le Digital Brand Manager, c'est Madame Marc. Elle gère la réputation de la marque, elle pilote tout le dispositif digital et elle développe et mesure les actions du digital. Il lui faut une forte connaissance de l'entreprise, une forte connaissance du numérique et une expertise technique des supports digitaux. On trouve aussi le responsable inbound. Donc, lui, il s'occupe de toute la stratégie inbound, celle qui favorise les leads, donc c'est-à-dire les clics. Il s'occupe de la rédaction et de la publication. Il gère tout le projet. Donc, il lui faut beaucoup de sens de l'analyse, une excellente rédaction, de l'empathie et de la curiosité. Le chargé de com digital, ou Madame Numérique, elle gère toute la ligne éditoriale et tous les contenus digitaux. Elle assure aussi le suivi technique de ces derniers. Il faut qu'elle ait une bonne maîtrise des outils numériques et de l'informatique. Et enfin, il faut qu'elle soit très dynamique. Côté agence, on peut trouver entre autres le data analyst, le consultant SEO, l'UX designer, le consultant digital ou encore le community manager. Le consultant SEO, donc c'est Monsieur Google, il doit réaliser des audits sur le référencement, développer la stratégie du contenu SEO et effectuer une veille et analyser la concurrence. Il lui faut toujours une bonne expression écrite, une bonne culture digitale et des bonnes capacités d'analyse. Le community manager, Monsieur Réseaux sociaux, donc il incarne la présence de l'entreprise sur les réseaux, il gère les communautés, il gère les réputations, donc toujours une culture du digital, beaucoup de créativité
une capacité d'analyse et des capacités rédactionnelles. Et enfin, il faut être très réactif et bien gérer son stress. Et enfin, l'UX designer ou Madame Expérience, il gère l'audit, il définit des personas, c'est-à-dire des clients types et leur parcours. Il mesure et analyse les résultats. Donc, il faut capacité d'analyse, évidemment, soif d'optimisation permanente, aimer le travail d'équipe et avoir un bon relationnel. Alors, quelques chiffres pour 2021. Alors, la communication digitale, c'est toujours 40% des emplois numériques qui sont basés en Île-de-France. 37% des contrats liés au métier du marketing et de la communication sont des CDI. Les meilleurs salaires à l'entrée, c'est community manager, chargé d'acquisition, chargé de CRM et UX designer. Quant au métier qui recrute le plus de jeunes, on trouve chargé de web marketing, e-merchandiser et community manager. 28 ans, c'est toujours l'âge médian dans le secteur de la communication et des relations publiques. Bac plus 4, c'est le niveau d'études privilégié par les agences et les annonceurs. Bac plus 4 et 5 sont en général les profils qui séduisent le plus. Alors maintenant, on va laisser la parole aux professionnels. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Luc, dites-nous quelques mots sur votre parcours. Donc, je suis Luc Bernard, je suis responsable de la communication digitale et de la e-réputation du groupe Casino. Je vais présenter le groupe Casino, un acteur français majeur et international de la grande distribution. Moi, je suis en charge de toute la partie digitale du groupe, la gestion de la réputation en ligne de l'entreprise, la gestion de la marque et la gestion de la réputation également de ses dirigeants. Très bien. Merci Luc. À vous Sophie. Alors, je suis Sophie Noël, je co-dirige l'agence Even, qui est une agence de publicité qui existe depuis 20 ans et que nous avons vendue au groupe Hopscotch il y a 10 ans. Voilà. Merci beaucoup. On passe aux questions alors. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les envoyer sur les réseaux au hashtag AskIscom. Alors, première question. Ah, il y a déjà des questions. Première question, pourquoi et quand avez-vous décidé de vous orienter vers la com? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, je peux commencer sur cette question-là. C'est de l'opportunisme, c'est un petit peu du hasard pour le coup. J'étais à la sortie de l'université, enfin, d'une première année d'université un petit peu ratée, comme beaucoup d'étudiants français. J'ai décidé, je me suis intéressé à quel métier je pouvais faire pour me relancer, et j'ai envoyé à peu près 400 CV, 450 CV dans des agences de communication, parce que j'aime bien parler, parce que j'aime bien l'expression écrite et orale. Donc je me suis dit que c'était fait pour moi. Donc, j'ai envoyé 450 CV et il y a une agence qui m'a répondu, qui m'a donné ma chance. À la base, je voulais faire juste de la communication, plutôt du journalisme d'ailleurs. Et puis, c'était en 2009, c'était au moment où les réseaux sociaux étaient en train d'exploser en France. Et cette agence, qui était assez jeune, ouvrait un poste de community manager et me l'a proposé. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivé dans le métier. C'est une question de chance et d'opportunité. D'accord. J'ai oublié de dire, mais les participants peuvent aussi poser des questions dans le chat. Alors, Sophie, à vous. Alors, on a un point commun, parce que moi aussi, je voulais être journaliste à la base. Alors, moi, j'ai fait Sciences Po et pour être journaliste. Et puis, à l'issue de Sciences Po, j'ai décidé de travailler, pareil, un petit peu par opportunité. Et j'ai eu la chance de rentrer chez Ernst & Young à la communication interne. Et à l'époque, il y a quelques temps maintenant, Ernst & Young lançait son intranet, son premier intranet. Et donc, j'ai eu la chance de participer à ce projet. Et puis ensuite, j'ai fait un petit tour chez Canal+ Images pour bosser sur des CD-ROM. Alors aussi, ça fait très vieux. Mais tout ça pour dire que ces deux expériences, à la fois sur l'intranet et les CD-ROM, m'ont donné envie m'ont donné l'idée de la com, que je ne sais pas quelque chose auquel j'avais pensé. Donc, je suis repartie au CELSA pour me spécialiser en com et puis de là l'histoire. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. À quoi ressemble votre journée type? Alors ça, c'est une question qui revient
qui revient régulièrement. En réalité, dans la communication, il n'y a pas de journée type. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que le matin, évidemment, quand j'arrive, j'ai prévu de travailler ma ligne édito pour la journée. Mais en réalité, la journée, elle découle au fil des actualités parce que, alors, plus encore quand on travaille dans un grand groupe, c'est-à-dire que des actualités, il y en a quotidiennement, des cas avec des clients, avec des marques, il y en a quotidiennement, à tout instant. Donc en fait, à tout moment, votre journée, elle peut être perturbée, elle peut être interrompue. Donc il faut sans cesse avoir une capacité à réorganiser sa journée, et ça fera le lien avec la question suivante pour pas spoiler, mais c'est aussi l'intérêt qui fait ce métier. C'est que quand on arrive le matin, on a un programme dans la tête de oui, il va falloir que je fasse ma ligne édito, il va falloir que je publie sur tel ou tel canal, il va falloir que j'optimise tel ou tel article sur le site de l'entreprise, il va falloir que j'aille développer un peu mes communautés. Mais en réalité, on se rend compte qu'on suit son programme de 9h à 10h, mais tout le reste de la journée, c'est de l'adaptation avec l'actualité du jour. Est-ce que peut-être vous pourriez expliquer aux étudiants ce que c'est qu'une ligne édito digitale? La ligne éditoriale sur les médias sociaux, c'est un point qui est fondamental. C'est quelle va être l'identité de vos comptes sur chacun des réseaux. Qu'est-ce que vous allez dire? Quelle tonalité vous allez avoir? À quelle heure de la journée vous allez publier? Et quels sont les sujets que vous souhaitez aborder? Et quels sont les sujets que vous souhaitez aborder? C'est quelque chose que vous allez retravailler en fonction des résultats que vous pouvez avoir. Donc, en fait, la ligne éditoriale, c'est ce qu'on pourrait appeler la carte d'identité de vos réseaux sociaux. C'est exactement ce qu'il est défini. C'est un papier qui se transmet de collaborateur en collaborateur pour toujours avoir la même identité, le même contenu sur les réseaux. D'accord. Merci beaucoup. Et Sophie, votre journée type? Ma journée type, là aussi, il y a un point commun, c'est que, j'allais dire, elle ressemble à rien, mais c'est un peu négatif de le dire comme ça. En tout cas, elle ne ressemble pas à ce à quoi on pensait qu'elle ressemblerait au début de la journée, parce qu'effectivement, il faut tout le temps s'adapter. Il faut savoir gérer l'imprévu. Je pense que voilà, c'est un point important. Les imprévus clients, ou liés au dossier client, les imprévus RH, voilà, toutes sortes d'imprévus qui font que la journée effectivement ne ressemble pas à celle d'avant. Mais après, pour rentrer un petit peu dans le détail, on va dire que moi, mes journées types, elles vont s'organiser à la fois sur des réflexions stratégiques avec les équipes pour réfléchir aux problématiques des annonceurs qu'on accompagne. Et donc, c'est un mix de ça et un mix de dimensions plus transversales quand on dirige une agence, à la fois RH, gestion, finance, etc. D'accord, merci. Alors, troisième question. Vous pouvez commencer peut-être, Sophie. Qu'est-ce qui est le plus stimulant dans votre métier? Alors, c'est pas une question facile parce que globalement, j'adore mon métier, donc j'ai envie de dire un petit peu tout. Mais si je devais quand même prendre certains points, il y a la notion d'impact qui est super stimulante. C'est-à-dire, voilà, on a des problématiques qui nous sont posées par les annonceurs. Et ce qu'on a envie de faire, c'est d'essayer, en y répondant, d'avoir un impact d'un point de vue communication, c'est-à-dire répondre à la question posée et y répondre bien, mais aussi avoir un impact, dans certains cas, on espère, et c'est ce qui nous stimule, un impact sur la carrière de nos clients, c'est-à-dire quand on fait très très bien notre travail, on peut aider nos clients à progresser dans leur carrière parce que la campagne qu'on va faire ensemble, parce que c'est un travail d'équipe avec eux, va particulièrement bien fonctionner et les pousser dans leur carrière. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement stimulant. Après, l'autre point, c'est la diversité des sujets. Quand on est en agence, voilà, en ce moment, on travaille à la fois sur des sujets automobiles, en ce moment, grande distribution, mais aussi énergie, et aussi grande consommation et divertissement en ce moment. Donc, c'est vraiment des sujets très divers avec des cibles complètement différentes, des problématiques qui n'ont rien à voir. Et donc, cette diversité et cette agilité intellectuelle qui est demandée, de passer d'un sujet à l'autre, c'est hyper stimulant et ça, on peut pas s'endormir, c'est impossible. Et puis, le dernier point, mais qui n'est pas un dernier point en termes d'importance,
c'est le dernier point auquel je pense, mais peut-être je devrais le mettre en premier. En ce qui me concerne, c'est le côté, c'est l'équipe, c'est l'agence, c'est nous on appelle ça les anges chez Even, mais c'est les salariés de l'agence qui nous portent, et puis c'est plus globalement encore créer des emplois quand on peut, quand la conjoncture le permet, et ça c'est quelque chose qui m'anime particulièrement. Merci, vous, Luc. Alors moi, il y a deux choses qui me stimulent. La première, et je refais le lien avec la deuxième question, c'est l'imprévu. En fait, ce que j'aime dans la communication, alors c'est surtout vrai, je pense, côté annonceur, c'est l'imprévu. C'est un sujet potentiellement chrysogène qui tombe à un instant T, qui tombe à un moment qui n'était pas prévu. D'où le fait qu'il est difficile de qualifier une journée type. Cet imprévu, il est renforcé quand on travaille dans un groupe de distribution avec ce côté alimentaire, ce côté proche des consommateurs, des magasins qui accueillent quotidiennement des millions de clients. On peut avoir des sujets divers et variés qui arrivent à tout instant de la journée et il faut être en capacité intellectuelle de vite réagir, de bien réagir. Et ça provoque énormément de satisfaction. Voilà. Quand on sort d'un sujet de crise qui a été bien géré, c'est en termes de satisfaction, à la fois personnelle, mais aussi satisfaction d'équipe, on atteint le sommet. Alors, voilà, c'est ma perception. Et ça fait le lien avec le deuxième point qui est la conversion. Convertir un internaute, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on parle d'internaute, un internaute critique mécontent en un internaute au moins bien neutre, au mieux positif, qui comprend la démarche, qui comprend les réactions de l'entreprise et qui comprend que les sujets qui se passent parfois en magasin, les sujets de crise, parfois ne sont pas du fait de l'entreprise, et donc du coup derrière entend le discours qu'on peut tenir. Donc convertir un internaute mécontent en un internaute qui comprend, qui écoute, ce qui est très dur aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît avec la diffusion de fake news qui va très vite, c'est une satisfaction qui est assez élevée. D'accord, merci beaucoup. Alors, question suivante. Quelle est la campagne ou la communication dont vous êtes le plus fier? Sophie, je crois que vous avez préparé une petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'expliquez avant ou... Oui, alors je me suis dit qu'en image, voilà, ça parlerait tout seul. Mais c'est une campagne qu'on a faite pour Disney et avec Disney à l'occasion de la sortie du film Dumbo. Et puis peut-être on peut passer la vidéo et j'explique après ce que je trouve particulièrement intéressant dedans. Aujourd'hui, ce qui me rend différente par rapport aux autres, c'est ma malformation artério-veineuse qui est juste ici. Au collège, je me faisais souvent critiquer, les gens me regardaient différemment par rapport aux autres. You crossed this line. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting my young years. It doesn't matter. I'm chasing more. Trouver les gens avec qui vous sentez en confiance, t'as pas l'impression de te sentir jugé. C'est des gens qui peuvent prendre plus de temps que d'autres à arriver dans vos vies. C'est ma part de féminité. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un seul garçon qui était comme moi et que j'étais un petit peu différent. Et quand j'aurais bien aimé pouvoir arrêter complètement, j'ai même essayé plusieurs fois de cacher en fait qui j'étais vraiment. Je me retrouvais à être malheureux, triste, pas content au bout de ma vie. Et c'était horrible. Et au bout d'un moment, je me suis dit stop, je m'en fiche, je t'en Oui, en effet, pas comme les autres, parce que je m'identifie comme non-binaire et comme lesbienne. Et donc oui, ça fait de moi quelqu'un de différent et qui est facilement embêté et jugé et insulté. En fait, j'ai jamais accepté le fait que j'étais malade, donc je prenais pas mes traitements, je faisais n'importe quoi, je mettais ma vie en danger, je suis tombée dans le coma. Aujourd'hui aujourd'hui j'assume, j'ai grandi avec ça, j'ai su faire avec, ça m'a toujours accompagnée, donc aujourd'hui je suis fière de l'avoir et pour rien au monde je l'enlèverai.
Voilà, donc c'est une campagne d'ailleurs qui va être récompensée par un grand prix du social media ce soir et que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très juste sur l'interaction entre une problématique annonceur qui est la sortie de ce film, de Dumbo, et l'usage entre guillemets qu'on a fait du marketing d'influence en allant chercher des influenceurs qui avaient quelque chose à raconter sur la différence et surtout aussi en décrétant et en proposant de parler de la différence, d'utiliser ce film pour parler de la différence ou d'utiliser la différence pour parler de ce film, ça dépend comment on le voit. Et voilà, donc c'était assez juste, c'est assez juste et puis aussi on est dans une période où c'est pas hyper facile pour les plus jeunes. C'est aussi une campagne qui a parlé aux plus jeunes, voilà, et qui a eu un écho assez important, comme on l'a vu dans la vidéo. Donc voilà, je suis assez fière de cette campagne. Ouais, c'est super. Bravo pour le prix. Merci. Et vous, Luc? La chose dont je suis le plus fier, alors moi, c'est pas un projet en tant que tel, c'est une globalité. C'est d'avoir réussi alors c'est un travail d'équipe, hein, naturellement, c'est d'avoir réussi avec le groupe Casino, lorsque j'ai rejoint l'entreprise, le groupe Casino était probablement la dernière entreprise du SBF 120, donc des 120 plus grosses entreprises de France, à être complètement absente des médias sociaux. En 2017, ça paraît quand même assez fou, et pourtant c'était le cas. Et en l'espace de 2 ans, on a réussi à passer de dernière entreprise à deuxième acteur de la distribution sur les médias sociaux, tant en termes de taille de communauté que d'engagement. Alors, je parle évidemment de la partie corporate parce que c'est mon métier. Et ça, c'est une vraie satisfaction personnelle de savoir qu'on a réussi à tirer une entreprise, tirer des collaborateurs et tirer une réputation d'entreprise de dernier de la classe à quelque chose qui est vraiment aujourd'hui crédible et qui a de la valeur sur les réseaux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, oui, où je suis particulièrement fier. Et dans toute cette montée en gamme sur les réseaux, il n'y a pas un petit projet qui vous a tenu à cœur et que vous pouvez nous expliquer plus en détail? Non, parce que j'aimerais bien, mais en fait, non, parce que c'est un ensemble de projets, c'est un ensemble d'actions. La chose la plus importante, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit quand j'ai rejoint l'entreprise, c'est le côté pédagogique. C'est-à-dire que pour développer la réputation de l'entreprise, il faut déjà réussir à convaincre les collaborateurs de la pertinence de le faire, parce que c'est pas tout seul qu'on monte une réputation d'entreprise. La réputation d'entreprise dans un groupe de 220 000 personnes, elle se monte pas avec ces 200 000 personnes, parce que c'est un petit peu utopique de penser que les 220 000 vont d'un coup devenir ultra actifs. Mais en tout cas, ça se monte pas tout seul, moi, dans mon coin, ça se monte avec un ensemble de collaborateurs, un ensemble de services, un ensemble d'experts. Donc, c'est d'avoir réussi à transformer une mentalité interne. Ça, c'est un projet de longue date et je continue encore aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est d'avoir réussi à transformer des mentalités en interne. De gens qui ne voyaient pas l'intérêt des médias sociaux et du digital en des gens qui aujourd'hui me contactent quotidiennement pour dire tiens, pour écouter tel sujet, comment est-ce que je pourrais faire moi sur mes outils, sur mes réseaux pour pousser ce sujet-là, quel ton je dois employer, etc. Donc, c'est aujourd'hui beaucoup d'échanges avec des collaborateurs qui, il y a encore 3 ou 4 ans, n'avaient pas forcément compris, parce qu'ils n'avaient pas forcément cherché à comprendre, l'intérêt du digital et des médias sociaux. D'accord. Merci pour votre réponse. Alors, la question 5. Quelles sont les grandes évolutions en communication digitale? Je ne sais pas qui veut se lancer dans cette question. Vaste question. Alors, les grandes évolutions en communication digitale sont évidemment multiples. Je dirais que ces derniers temps, on a vu quand même une évolution des plateformes assez intéressante, avec notamment l'avènement fort du live, qui révolutionne plein de choses, à la fois le e-commerce, mais aussi l'événementiel est modifié par l'apparition et l'émergence du live. Donc, du coup, c'est pas que digital. Il y a le son aussi, qui est une grande évolution à la fois d'un point de vue émergence de certaines plateformes comme Clubhouse, mais aussi des podcasts, et donc une façon de consommer la communication, d'expression de la communication différente.
Voilà, deux grandes évolutions. Après, mon regard est peut-être un peu biaisé parce que Even a été assez pionnier sur l'influence depuis 20 ans, mais le marketing d'influence a beaucoup évolué aussi, c'est beaucoup professionnalisé. C'est une des grandes évolutions. Et puis, bon, après, je pourrais parler des heures, donc je vais peut-être passer la parole et je compléterai. J'aurais dû prendre la parole en premier parce que je confirme très clairement pour le live, c'est vraiment une tendance, c'est même plus qu'une tendance, hein, aujourd'hui ça surperforme. Nous, on a fait nos premiers lives, et loin d'être avant-gardiste là-dessus, on a fait nos premiers lives avec le président de Cdiscount au sein même des entrepôts, et on voit, au-delà du fait que le sujet est intéressant, on voit que le format live est poussé par les plateformes. Voilà. En termes d'organique, on voit que ça performe beaucoup plus qu'une vidéo classique. On s'y attend, on le savait un petit peu, mais pas à ce point-là. On a vu que ça avait surperformé. Donc le live, je partage à 200%. Le son aussi, effectivement, ce qui est assez curieux parce que le son, ça fait longtemps hein, que les formations existent, sauf qu'il y a eu cette mise en avant de l'image, de la vidéo, et aujourd'hui c'est le son qui revient un petit peu à la mode. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, les grandes tendances, même si alors c'est une tendance un petit peu biaisée, mais c'est celle de la transparence. On se rend compte qu'aujourd'hui, pour performer sur les réseaux, il faut avoir des discours de vérité et de transparence, surtout en tant que grand annonceur. Les discours surfaits de communicants qu'on pouvait faire il y a quelques années, aujourd'hui ne fonctionnent plus. Et les discours qui fonctionnent, ce sont les discours de vérité, là où on s'ouvre, où on admet qu'on ne sait pas forcément, qu'on n'a pas forcément raison sur tout, mais qu'on essaye de faire toujours mieux et en prouvant. Voilà. Donc c'est la transparence, la vérité et par la preuve. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pourrais aussi rajouter le mot de sincérité, alors qui peut paraître un synonyme, mais pas complètement. En com, il y a la com sincère, ça peut paraître bizarre, mais en tout cas émerge beaucoup. On l'a vu dans plein de publicités. Pour le coup, c'est pas que digital. Et puis je compléterai aussi par la dimension RSE. Qui impacte beaucoup et qui va aller en s'accélérant sur la com digitale. Alors, peut-être juste pour les étudiants, pour expliquer ce que c'est que la com RSE. Alors, ça va être tout ce qui va être responsabilité sociétale d'entreprise. Et en digital, ça va notamment concerner tout ce qui est production décarbonée, sobriété numérique. Donc, c'est-à-dire comment on produit et on s'exprime. Alors là, on parle du digital, donc digitalement, en étant le plus respectueux possible de normes de consommation ou d'objectifs de consommation responsables. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, on peut pas dire qui émerge, parce que ça fait quand même quelques temps, mais qui va devenir vraiment, vraiment prégnant aussi, et notamment parce que il y a un contexte financier qui se rajoute à tout ça, parler de sincérité. Donc, il y a une dimension sincère, mais il y a aussi des obligations financières qui vont venir accélérer tout ça, notamment dans les obligations des bilans des sociétés et des rapports annuels. Voilà. Donc, la sincérité va venir rencontrer l'obligation. Donc, c'est très bien. D'accord. Alors, avez-vous un conseil à donner aux futurs communicants qui nous écoutent? Si je devais en donner un, ce serait le conseil que m'a donné, pour le citer, Denis Marquet, le directeur de la communication du groupe Crédit Agricole, qui m'a dit le jour où je suis parti, il m'a dit « J'ai un conseil à te donner, c'est de toujours travailler plus que ton voisin. Peu importe où tu es, que tu sois en agence, en entreprise, c'est toujours travailler plus que ton voisin et de carburer jusqu'à 31-32 ans. » Il m'avait cité cet âge-là. Il m'a dit, tu as jusqu'à 32 ans pour faire tes preuves. Après, ce sera trop tard si t'as pas travaillé suffisamment jusque-là. Et il m'a dit, il faut toujours que tu travailles plus que ton voisin pour montrer que t'en veux et que t'en as. Voilà. Et il m'a dit, si tu le fais, après ta carrière derrière, elle découlera toute seule. Donc j'ai suivi ce conseil.
Je considère que c'était un bon conseil. Voilà, c'est la chose, parce qu'on pourrait en donner plein des conseils. Mais moi, j'ai envie de partager celui-ci parce que à chaque fois que j'ai voulu changer d'entreprise, à chaque fois que j'ai buté sur des projets sur lesquels j'étais un peu bloqué, je me suis toujours souvenu de ça. Voilà, il faut bosser plus que le voisin, plus que les autres pour y arriver. D'accord. Et être tranquille après. C'est pas être tranquille. Il me disait, voilà, après, ça découlera plus facilement si tu carbures jusqu'à cet âge-là En fait, c'est pas tant le 31, 32 ans qui compte. C'est pendant les premières années de ta carrière. D'accord. Non, mais c'est vrai que, entre guillemets, ça peut paraître impulsif, mais on n'a rien sans rien. Donc, bien sûr que la valeur du travail, elle est importante. Après, moi, je pense qu'on peut pas bien travailler si on n'aime pas ce qu'on fait. Enfin, c'est ma conviction, mais voilà. Donc, je pense que dans les conseils que je donnerais, il y a la notion quand même d'alignement, parce que bosser beaucoup sans être aligné avec le pourquoi on fait les choses, les valeurs de l'entreprise à laquelle on appartient, entre guillemets, etc., ça peut donner lieu à des décrochages à un moment. Donc, je pense que il y a cette voie. Effectivement, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de boulot, mais voilà, faut essayer de faire un petit travail d'introspection régulier pour savoir pourquoi on fait les choses, vers quoi on a envie d'aller, en quoi on croit. Et je pense que voilà, une carrière réussie, c'est aussi une carrière qui arrive à marier un peu tout ça. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà des questions. Alors, n'hésitez pas encore à envoyer tous dans le chat du live ou sur les réseaux sociaux à #AskIscom. Alors, les questions des étudiants. Laura demande à Sophie, quelle est la part de la dimension commerciale et de la dimension créative de com dans votre quotidien? Alors, dans mon quotidien à moi, on va dire que c'est un tiers peut-être entre la partie commerciale, la partie pure stratégie, la pure partie de communicante. Et puis après, j'ai aussi un tiers de chef d'entreprise, on va dire plutôt. Voilà. D'accord. Mais donc ça, c'est aujourd'hui, mais on va dire qu'au tout début, il y a très longtemps, il y avait quand même une grosse part qui était plus sur le consulting. Tout au début. Une question pour Luc. Quelle est la différence entre le community management en communication corporate, par exemple pour Casino, et en communication client avec vos rivaux? Alors, j'ai peur de ne pas avoir tout à fait compris la question parce que j'avais compris jusqu'à l'intervention du mot rivaux. Avec les autres marques comme Monoprix. Alors, en l'occurrence, Monoprix, Franprix, tout ça, ce sont des enseignes groupe Casino, donc ce ne sont pas des concurrents, ce sont nos filiales. Donc, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a la différence en fait entre la communication, la community management en communication corporate ou en communication client. D'accord, ok, c'est beaucoup plus clair. La communication corporate, alors que ce soit du digital ou pas d'ailleurs, la communication corporate, c'est tout ce qui va toucher aux valeurs et à l'image de l'entreprise. Nous, je dis nous parce que moi, c'est ce que je fais de la communication corporate ou institutionnelle. On ne vend rien à proprement parler. Ce qu'on va faire, c'est chercher à optimiser l'image de l'entreprise. Ça a forcément un impact indirect sur le business et sur les ventes, parce qu'une entreprise qui a une mauvaise réputation, une mauvaise image, derrière, il va y avoir une dégringolade au niveau des ventes. Ça, on le sait. Mais nous, on ne vend rien. En revanche, les équipes commerciales, les équipes clients, elles sont en relation directe avec les consommateurs, directe avec les clients, et sont là pour faire la promotion des produits. Donc, en fait, c'est le distinguo entre le produit, les produits pour nous, et la marque, l'image de l'entreprise. Voilà. On ne s'adresse pas aux mêmes cibles. Au niveau du commercial, ils sont en relation directement avec les clients. Nous, au niveau de la communication corporate, on va davantage communiquer auprès des participants externes, donc des élus, par exemple, des associations. On va communiquer auprès des investisseurs, des actionnaires, qui sont évidemment de notre côté les cibles prioritaires, mais pas directement auprès des clients. Évidemment, on va s'adresser aussi un petit peu au grand public, mais pas au client à proprement parler. C'est pas celui qui va acheter. Voilà. D'accord.
Alors, encore une question pour Luc de la part de Pierre. Comment vous préparez-vous aux communications de crise qui doivent être régulières dans l'alimentaire? J'ai peur que ma réponse ne lui plaise pas beaucoup, mais on peut pas s'y préparer à proprement parler, puisque chaque crise, c'est du cas par cas en fait. Voilà. La seule chose qu'on peut faire, c'est que chaque crise demande une interaction, une interactivité avec différentes équipes en interne. Il faut surtout pas croire qu'une crise, ça se gère simplement au niveau de l'équipe communication. En fait, en réalité, nous, on est simplement on est les relais. Voilà. On est les relais des messages que vont nous donner les autres équipes. Donc, la seule chose qu'on peut faire pour bien se préparer à une crise, c'est d'avoir un réseau interne qui est développé. Et aussi bien, enfin, un réseau qui soit développé au niveau de toutes les disciplines. Que ce soit la partie RH, que ce soit la partie immobilier, parce que ça peut arriver, que ce soit la partie, évidemment, RSE. Alors, il y a beaucoup de crises RSE. C'est également au niveau des équipes relations clients. Il faut avoir des grosses relations avec eux parce que c'est très important. Des grosses relations, de bonnes interactions avec les équipes finances. Quand on a un côté, c'est important. Voilà, c'est avoir un correspondant, on pourrait appeler ça comme ça, un correspondant dans toutes les équipes internes clés de l'entreprise. C'est la seule chose qu'on peut faire pour réellement se préparer. D'accord. En fait, on va préparer les process de gestion de crise. Exactement. On peut préparer des process de gestion de crise et les anticiper, mais on ne peut pas, évidemment, par définition, anticiper les crises. Alors, une question pour vous, Sophie. De la part de Sacha, si l'art de la communication est de détecter les tendances sociétales et de jouer avec, comment cultivez-vous votre curiosité? Alors, je ne sais pas si on peut cultiver la curiosité. Je pense que c'est quand même une nature d'être curieux. Donc, je ne crois pas que je cultive ma curiosité. Je suis curieuse, très curieuse. Et après, oui, effectivement, quand on bosse dans la com, il faut essayer de garder des moments d'inspiration. C'est un peu dépensif, mais les musées, la lecture, en fait, tout est source d'inspiration au final. Donc, il faut juste vivre et puis c'est déjà bien. Voilà. Alors, là, c'est des questions qui s'affichent là. Alors, du coup, pour Sophie encore, de la part de Raphaël, dans un secteur où la réactivité est primordiale, comment ménager des temps de pause pour éviter les burn-out ou surmenage? Ah, question intéressante. Là, on va peut-être pas rentrer dans un débat, mais moi, je crois pas que le burn-out, ça soit lié à une trop grande réactivité. Je pense que le burn-out, c'est quand justement cet alignement dont je parlais tout à l'heure n'est plus possible. Soit cet alignement n'est plus possible, soit on se retrouve à faire des choses qu'on ne comprend pas ou qui n'ont plus de sens, qui sont ou dont on ne voit pas l'impact. C'est là qu'à un moment, la quantité de travail, sans voir où ce travail va, c'est là que ça bloque et que ça génère des situations de burn-out. Donc, du coup, je suis pas complètement d'accord avec la question, que j'ai du mal à y répondre. Et après, je pense que, encore une fois, il y a cette introspection régulière qui est nécessaire, qu'il faut apprendre à se connaître, qu'il faut apprendre à connaître ses limites dès le début de sa carrière, en fait. Et je pense que bien sûr que les entreprises ont une responsabilité dans le fait de permettre aux salariés les meilleures conditions de travail, mais je suis convaincue que c'est aussi à chacun d'être responsable de soi-même. Et voilà, c'est comme ça qu'on évite aussi les burn-out. Et puis il y a une notion aussi de partage, parce que quand on est communicant, il faut savoir aussi communiquer, au-delà de son métier, il faut aussi savoir communiquer avec son équipe, avec sa direction. Il faut aussi savoir partager quand on a des moments de difficulté, quand on a des moments où il y en a un peu trop, quand on ne sait plus comment faire. Parce qu'en réalité, sans faire de généralité, il y a aussi beaucoup de burn-out chez les gens qui ont tendance à s'isoler un petit peu, qui ne partagent pas leurs difficultés. Et donc forcément, quand on ne partage pas, parfois la direction, le management ne parvient pas à l'identifier, c'est trop tard. Or, il faut savoir communiquer, il faut savoir partager, et il faut savoir aider aussi sa direction, son management à déceler les difficultés pour qu'on puisse nous aider. Il n'y a pas de honte à parfois demander de l'aide, tant sur le travail que sur la gestion du quotidien. En parlant de communiquer dans l'entreprise, il y avait une question de Jenny
qui demandait pour vous quels sont vos interlocuteurs principaux dans l'entreprise et les autres équipes avec lesquelles vous travaillez. Vous avez dit que l'information passait partout. Bah oui, partout. Mais il y a des principales équipes. Bah, le principal, évidemment, on en revient toujours c'est la RSE, parce que aujourd'hui tout est RSE. On sait que les gens, enfin les clients y accordent beaucoup d'importance. Donc le directeur de la RSE, c'est quelqu'un que j'ai au téléphone 2 ou 3 fois par jour sur tout type de sujet, parce que c'est l'interlocuteur clé aujourd'hui. Voilà. Et après, encore une fois, des interlocuteurs clés, non, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai évoqué la finance, il y a le pôle relations investisseurs, c'est super important pour une entreprise cotée, donc j'ai aussi beaucoup de relations avec eux. Le pôle relations clients, c'est capital. Pourquoi? Parce que parfois il revient à la communication corporate d'accompagner les équipes de communication client sur des cas chrysogènes de gestion de problèmes au quotidien. Donc vous avez un client, je vous prends un exemple basique, vous avez un client qui va dans un magasin qui photographie une affiche sexiste. On espère qu'il n'y en a plus, mais malheureusement, sur 11 000 magasins, il peut toujours en avoir une. Il en suffit d'une pour que ça crée un bad buzz. Donc, quand c'est décelé par l'équipe relation client, ça remonte chez moi pour qu'on puisse traiter le cas avec une approche un peu d'entreprise et faire redescendre les messages. S'il n'y avait pas cette relation entre moi et le pôle de relation client, chaque sujet un peu chrysogène partirait de travers. Donc, des interlocuteurs clés, il y en a en fait quasiment une infinité. Il y en a énormément dans l'entreprise. Et il y en a au niveau du groupe, de la holding, mais aussi au niveau des enseignes, que ce soit en France ou à l'étranger. Il faut avoir, voilà. D'accord. Il y a une question de Coraline, mais à laquelle vous avez à peu près répondu tout à l'heure, mais la différence entre un chargé de communication interne et externe. En fait, la réponse, elle est dans la question, Coraline. C'est que le chargé de communication externe va se charger de tous les projets externes donc à l'entreprise qui vont s'adresser à des clients, à du grand public, aux consommateurs, à des investisseurs. Ça dépend dans quel pôle vous êtes. Le chargé de communication interne, il va être dédié aux collaborateurs, aux salariés de l'entreprise. Donc, lui, il ne va pas passer par un site internet pour communiquer, il va passer par un intranet. Il ne va pas passer par Twitter ou Facebook pour communiquer auprès des clients, il va passer par des réseaux sociaux internes, comme Workplace, mais il en existe plein d'autres, pour communiquer auprès des collaborateurs de l'entreprise. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si on a le temps de lire d'autres questions. Vous pouvez continuer à poser vos questions, même si on n'a pas le temps de répondre à tout. On s'arrangera pour vous répondre par la suite sur les réseaux sociaux ou par mail. Bon, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce mini-salon des métiers de la communication. On espère que ça vous aura intéressé. On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un salon spécial alternance où il y aura un binôme alternant et tuteur plus un spécialiste de la communication RH qui vont intervenir. Vous pouvez dès à présent vous inscrire gratuitement. Merci à tous et une bonne soirée. Merci.